Voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Bonjour à tous. Nous allons commencer. Évidemment, je suis ému de retrouver le Sénat, où nous avons fait beaucoup de grands événements. Évidemment, un cercle qui est plutôt d'amis, un peu familial. Je l'ai mis en réserve pendant la Covid. Maintenant, je dois saluer nos deux intervenants précédents. Alors, Pascal Charvet, qui est à la table, qui est un grand helléniste, qui a été aussi directeur général de l'ONICEP. Enfin, je pourrais citer d'énormes missions qu'il a eues. C'est un ami, c'est notre vice-président, et c'est lui qui m'a fait l'amitié de faire la conférence que vous pourrez trouver sur notre site, cercle-clé.org. Et le sujet, alors il a traduit avec son comparse l'Anabase, et donc le thème c'était Xénophon et les 10 000, ce que nous dit la Grèce antique sur les guerres et les empires. Et il m'a fait connaître l'ambassadeur Gombetz, qui était pas seulement un ambassadeur, pas seulement cultivé, ce qui est quand même courant encore dans la diplomatie française, mais qui était un ancien de l'école normale supérieure, et ils ont tous les deux traduit l'Anabase. Voilà. Donc c'était une belle conférence que vous pourrez retrouver sur notre site. Bien sûr, là je vais faire un hommage à Claude Fischer, Herzog. Voilà, vous savez que sans elle, Philippe ne serait pas aussi rayonnant. Voilà, il serait toujours aussi brillant. Mais voilà, c'est vraiment un couple exceptionnel. Je lui passerai 2 secondes la parole parce qu'elle a créé, et j'en suis notre cercle est partenaire, une formidable initiative avec un ciné-club qui s'appelle Open World. Bon, évidemment, je salue tout particulièrement Philippe et Claude. Philippe est un ami. C'est une personne exceptionnelle. Ceux qui sont invités par Claude et Philippe le savent. Voilà, je l'ai dit, hein, derrière Philippe il y a Claude, un couple engagé, chaleureux et assez unique. Pour les jeunes présents, puisque beaucoup d'entre vous connaissez Philippe Herzog, sa longue carrière, il vient d'écrire son 11e livre, que c'est 16e. Mais lui-même m'avait dit 11. Alors tu en as écrit quelques-uns. Bon, alors pour les jeunes, je rappelle rapidement le parcours. Donc Philippe est avant tout un ancien député européen. Il a été aussi président de la commission des affaires institutionnelles, puis de la commission des relations économiques extérieures, vice-président de la commission économique et monétaire. Vous le savez tous, en 2010 et jusqu'en 2014, il a été le conseiller spécial auprès de Michel Barnier. Alors pour les jeunes, c'était un poste important pour les deux, et Michel Barnier était commissaire européen en charge du marché extérieur et des services. Bon, tout le monde sait que c'est un grand économiste, que c'est un homme politique qui a été engagé au Parti communiste en son temps. Il a été président de l'association Confrontation Europe, créée en 1992, et il est membre d'honneur de la fondation Jean Monnet. Évidemment, c'est pour
redire devant les jeunes combien les études peuvent être fécondes. C'est un ancien élève de l'école polytechnique et de l'ENSAE. Il est ancien administrateur de l'INSEE, personne n'est parfait, et professeur agrégé de sciences économiques. Il a notamment enseigné à l'université de Paris-Nanterre. Sur le contenu de la conférence, je serai très court, parce que certains d'entre vous ont déjà lu le livre. Deuxièmement, il faut avoir le plaisir de la découverte. Je dis simplement aux jeunes que vous aurez une réflexion historique et philosophique reliée à la vie politique. Donc voilà, ce n'est pas un exercice philosophique en soi, c'est beaucoup plus complet. Alors, je rappelle ce qui est dit dans la page de garde. Il faut exploiter les failles de la raison elle-même, celle des Lumières et du libéralisme, celle du système économique que les peuples ne peuvent maîtriser, celle de la géopolitique et de la prétention universaliste occidentale, ce qui montre que on aura une conférence d'extrême qualité, très ouverte, et qui, pour la jeunesse, relie le concret d'aujourd'hui, cette perspective qu'ils ont d'être dès maintenant des citoyens, d'abord des citoyens de notre pays, et aussi des citoyens de l'Europe et citoyens du monde. Ça fait beaucoup dans un monde bouleversé. Je vous souhaite une bonne conférence et je passe 2 secondes la parole à Claude pour Open World. Un grand merci, cher Eric. Alors, je vais retourner le compliment à Eric et Martine, parce que vraiment, ce sont des amis qui ont leur propre cercle, la preuve, le clé et animation, mais aussi qui sont très fidèles à Confrontation Europe hier et aujourd'hui au cercle cinéphile. Alors, un petit mot quand même, derrière Claude, il y a aussi Philippe. Hein, vous vous en doutez, on forme un couple, effectivement. Il y a une histoire partagée depuis le Parti communiste français. On en parlait tout à l'heure avec une ancienne camarade. On est tous des camarades, hein, Parti, Polytechnique, voilà. Et puis, évidemment, en passant par Confrontation Europe, qu'on a créé ensemble en 91, avec Michel Rocard, d'ailleurs, pour ceux qui en étaient. Et puis, depuis, avec les entretiens européens, puisque je travaille beaucoup sur les enjeux énergétiques et notamment la place du nucléaire dans le mix énergétique en Europe, et puis depuis avec les entretiens eurafricains et effectivement aussi, puisque je souhaite travailler sur le renouvellement des relations entre l'Europe et l'Afrique, et le cercle cinéphile qui s'appelle Open World. Alors Open World, pourquoi? Parce qu'il est temps, il est urgent vraiment de nous ouvrir au moment où on a refermé les frontières avec la crise Covid, mais qui ne se réouvre pas avec les tensions géopolitiques que nous connaissons, bien sûr, aujourd'hui, et le refactionnement en bloc de notre monde. Philippe va en parler, je pense, plus longuement, enfin, ça c'est sûr, même que moi. En tout cas, nous n'aurons pas de changement, ni en France, ni en Europe, si nous restons repliés sur nous-mêmes. Nous avons besoin de comprendre les autres pour pouvoir nous comprendre nous-mêmes dans la longue période et nous comprendre les autres pour pouvoir nous changer et avancer. Donc voilà, je vous souhaite une excellente conférence. Encore un grand merci. Pour le Cercle Open World, un tout petit mot, c'est des conférences qui sont suivies de projections cinématographiques. Donc, nous l'avons créé en 2021, en pleine crise du Covid. Nous avons des séances formidables, pour n'en citer que 2. Une d'hier, Dershowuzala, par exemple, voilà, sur le rapport de l'homme à la nature, de la science à l'animisme. Et puis, nous avons, au mois de janvier, une soirée monétaire avec Jacques Delarosière et Philippe Herzog, suivi du film Les raisins de la colère, pour donner à comprendre aux jeunes l'histoire de l'économie et aussi, et financière, l'histoire de nos sociétés, en revenant sur les cycles de crise que nous avons connus. Au niveau des jeunes, je les invite, j'en parlerai avec leur professeur, pourquoi pas à intégrer ce cercle. Nous avons fait un partenariat avec l'UPEC, l'université de Créteil. Ils sont 300 jeunes à être membres du cercle et ils viennent par cycle de 60 parce que nous ne pourrons pas accueillir tout le monde si nous voulons nous réserver un petit peu de place pour nous, les moins jeunes. Voilà, un grand merci et bon appétit et bonne conférence.
bonjour à tous. Je connais, il y a des visages familiers pour moi dans la salle. Merci donc de vous retrouver. Maintenant des jeunes aussi, comme Claude l'a dit, c'est vraiment très important pour nous de pouvoir échanger. Le dialogue intergénérationnel est un immense enjeu. J'ai quelques scrupules d'ailleurs à m'adresser devant une salle aussi érudite, mais bon, il y a des choses que vous connaissez mieux que moi. Peut-être l'articulation à la politique peut vous surprendre un peu, peut-être. Voilà. En 1989, il y a une césure dans ma vie, et dans celle de Claude aussi. 1989, c'est une grande date, comme vous savez. Nous sommes passés du communisme à l'Europe. Le communisme qui est il ne faut pas l'oublier, ça se discute chez les philosophes, mais pour moi, Marx représente une pensée éminente des Lumières. À partir de Marx, comme disait Hannah Arendt, la question sociale a été posée tout autrement, avec un idéal de communauté sociale, mais en tant que projet politique, il a lamentablement failli. Et nous ne sommes pas les seuls, bien que très minoritaires en France, à être passés du communisme au projet européen. Je crois que c'est le cas d'Edgar Morin aussi. Donc l'Europe, portée par des idéaux de liberté et de paix, avec un nouveau projet politique attractif. Donc on retrouve le couple idéaux, projet politique. Et dans cette Europe, nous nous sommes engagés tous les jours depuis 30 ans, avec peut-être une idée force, participer. Mon premier meeting de campagne électorale 89, j'étais dans le Pas-de-Calais, et je m'adresse un peu comme un ovni à la salle en disant « L'Europe, c'est votre affaire ». Donc j'appelais les gens à y participer, à cette construction. 30 ans après, le monde a beaucoup plus que changé. Il y a une rotation du monde. Le monde est en pleine mutation. L'espace s'est recomposé, comme jamais. Enfin, comme jamais depuis quelques siècles. Et cette mondialisation est lourde d'incertitudes et de peurs, mais aussi de potentiel, à condition qu'on fasse l'effort de reconnaître les failles de notre raison. La raison, cette façon d'ordonner notre pensée et nos engagements selon des principes, définition du Robert. Or, cette raison, compte tenu de toutes ces failles, il faut l'explorer pour pouvoir la régénérer et donc mieux la guider dans le nouveau monde. Avec des convictions que je résume brièvement dans cette petite introduction, les crises successives que nous connaissons, Covid, guerre, etc., une crise financière, sont les épisodes d'une même crise globale, c'est celle de ce monde en début de mutation, en mutation, déjà engagée, mais une mutation qui est très très loin d'être complétée, bien sûr, et ça va dépendre de nous. Donc ces épisodes d'une même crise globale, d'un monde dont nous sommes une partie. Et dans cette mondialisation, il faut porter l'attention à la révolution culturelle et anthropologique que nous vivons. Je cite là, entre parenthèses, l'homme qui a créé San Egidio, Andrea Riccardi, que certains d'entre vous doivent connaître. Dans cette mondialisation, il y a une révolution culturelle et anthropologique, et c'est un enjeu. Cette révolution peut être le pire, ou peut-être le meilleur. J'ajoute peut-être, parce que ça va dépendre de nous. Donc, dans cet esprit, nous avons besoin de repenser qui nous sommes et d'acquérir une nouvelle vision du monde. Et mon livre est un appel en ce sens, un appel pour prendre une conscience des mutations et de leurs enjeux, mais une conscience qui doit être commune à l'échelle même de l'humanité. Donc, et là, on en est très très loin, parce que déjà la conscience des Européens d'eux-mêmes pose problème, mais c'est une conscience commune à l'échelle de l'humanité, puisque c'est le devenir de l'humanité qui est posé. J'aime à citer Karl Jaspers, qui avait compris ça dès 1946, à la sortie de la guerre. Karl Jaspers, disant, après les guerres mondiales, aujourd'hui, c'est la fin de l'histoire universelle telle que les Européens l'ont conçue,
et c'est le commencement de l'histoire de l'humanité. Une formule extraordinaire qui est au cœur de mon propos. Je me suis beaucoup inspiré des philosophes, comme vous savez. Donc acquérir une conscience commune, c'est-à-dire partager avec les autres, et en même temps, bien entendu, repenser nos projets politiques, car nous sommes matricés par nos organisations sociales et politiques, et réciproquement. Donc conscience commune et régénération, refondation de notre démocratie, qui est notre forme de communauté politique, dans un monde en mutation, en repensant la place de l'Europe. C'est les deux parties de mon exposé. Conscience commune. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? C'est un devoir d'introspection et pas seulement de parole publique et même d'éducation, encore que je vais beaucoup insister sur l'éducation. Ça passe par l'introspection. Qui sommes-nous? En effet, nous avons d'énormes handicaps, justement, à faire collectif. Nous sommes dans un contexte, vous le savez, l'ère de l'individu marque des progrès, parce chaque individu doit penser sa liberté et ses actes, mais en même temps, la dérive vers l'individualisme est bien connue, et l'individualisme ne produit pas une société. La société est profondément clivée. Elle est profondément clivée, la méconnaissance d'autrui est considérable, malgré la curiosité, la tolérance, le sport, etc. Nous avons ce handicap de ne pas arriver à faire collectif, et chaque individu a sa raison, pour ainsi dire. Mais si chaque individu a sa raison, on ne peut pas faire une société. Et il faut que chaque individu travaille sa raison. Je ne néglige pas le potentiel de l'individuation. Et cette méconnaissance d'autrui, même si on dit souvent le contraire, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'informations du monde et chacun les pense à sa façon, mais il y a quand même une grande indifférence vis-à-vis des histoires différentes. Les autres portent d'autres cultures, d'autres histoires, d'autres intérêts. Et on a une tendance majeure à l'indifférence par rapport à ça, qui peut conduire au nihilisme. Nous sommes tous pareils. Alors si nous sommes tous pareils, alors qu'il y a tant de clivages et de conflits d'identité, c'est très difficile d'arriver à faire un collectif. L'indifférence est quelque chose de très grave et complètement sous-estimé. Et alors dans cet effort d'acquérir cette conscience, qui sommes-nous, le grand souci, c'est que la transmission s'est affaissée. Dans son livre sur la crise de la culture, publié juste après sa mort en 1972, Hannah Arendt commençait par là. L'autorité et la transmission se sont affaissées. Elle disait ça il y a déjà 50 ans. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est un processus très très profond. Or, on ne peut pas faire du passé table rase. Ça conduit à... L'hymne des communistes était profondément mauvais de ce point de vue-là. On ne peut pas faire du passé table rase. Il faut assumer un héritage, le revisiter pour mieux faire, mais non pas pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, je me livre donc à une petite réflexion sur notre histoire, et là, beaucoup d'entre vous connaissent ce que je vais dire, mais l'histoire est un enjeu. L'histoire n'est pas une science. Elle s'appuie sur des faits aussi, évidemment, mais dès qu'il s'agit de la vie de l'esprit et des représentations de l'être et du monde, il faut passer par la philosophie, et la science a sa part, mais c'est un effort individuel et collectif à consentir l'histoire. Or, l'affaissement de l'histoire, et singulièrement de l'histoire européenne, dans nos écoles est quelque chose de fondamental. Notre ami Alain Lamassoure, que vous connaissez sans doute, et qui a conduit une grande recherche pour le Conseil de l'Europe depuis 3-4 ans, donne un constat que je dirais catastrophique. Il le fait à sa façon positive, que moi aussi je veux construire et non pas détruire. Mais c'est un fait gravissime par rapport aux enjeux que j'évoque. Donc nous devons engager ce combat pour réinterpréter l'histoire
en nous appuyant d'ailleurs sur les réflexions essentielles déjà livrées il y a X siècles par saint Augustin. Il n'y a pas passé, présent, futur. Il y a le présent du passé, le présent présent et le présent du futur. Ce qui veut dire que le travail de mémoire est quelque chose de fondamental, le présent du passé, est très contradictoire. Le passé est affaire de contrôle politique. Il n'y a pas que Poutine qui trafique et qui veut imposer une conception de l'histoire. C'est partout. Donc, Augustin nous poussait à nous remémorer le passé, mais en travaillant nos préjugés. Il se livrait lui-même à une introspection, d'ailleurs, pour y réfléchir en tant qu'individu. Et d'autre part, le futur, c'est dans notre imaginaire. Le futur n'est pas écrit d'avance, évidemment, et la place de l'imaginaire, des idéaux dans l'histoire est quelque chose de tout à fait essentiel. Donc l'histoire s'interprète. Elle s'interprète, c'est un enjeu. Et je vous livre mes quelques réflexions sur l'histoire de l'Europe, puisque nous sommes en Europe et des Européens, et par-dessus le marché, nous devons devenir des citoyens du monde. Donc l'Europe commence comme un espace, c'est très important. Rémi Brague a souligné ça. Ça commence par l'espace, des fractures constitutives, a-t-il montré dans son livre sur la voie romaine. Fracture constitutive, fracture Occident-Orient. Ça commence par les Grecs, notre ami Pascal Charvel. Il connaît ça beaucoup mieux que moi. Les Grecs ont recomposé l'histoire dans les guerres par rapport aux Perses et en formant l'espace méditerranéen au travers de violences, de conquêtes et aussi de choses très brillantes, évidemment. Donc, première grande fracture. Ensuite, nous avons Rome qui reprend, les racines sont grecques et juives. Je ne peux pas développer ça, mais c'est une évidence. Mahomet a été formé par des juifs. Bon. Alors, mais la voie romaine est spécifique de l'Europe, parce qu'il y a la voie romaine et puis il y a la voie musulmane sur laquelle je viens comme autofracture. Nos passeurs par rapport au monde ancien, grec, juif, c'est Rome. Rome et la chrétienté romaine. Passeur entre le monde antique et nous. Et vient ensuite, recomposition de l'espace, la conquête musulmane qui redistribue l'espace. Et la chrétienté se recentre vers le nord. Vous avez ensuite la première mondialisation, hein. Là c'est l'espace méditerranéen qui n'est plus l'espace de rayonnement, mais on passe plus encore à l'Occident. Toutes ces fractures constitutives, il faut absolument les connaître, parce qu'on va se poser vers la fin la question, est-ce qu'on dépasse ces fractures ou est-ce qu'on les reproduit? Donc problème de l'espace, problème du temps, donc j'ai cité Augustin, le problème du temps a été travaillé et retravaillé, donc cette conscience du temps qui n'est plus transmise, 1000 ans de christianisme au moins, 500 de modernité, entre guillemets, fondée sur la raison, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, il y a toute cette maturation intellectuelle, culturelle, anthropologique, séculaire, qu'on a pu appeler l'humanisme, si vous préférez, mais c'est un mot valise, du coup, parce que c'est un humanisme contextualisé dont je parle. Ça s'apprend, ou ça devrait s'apprendre. Donc, culture de l'espace, culture du temps. Je souligne au passage que la conscience d'être européen, la conscience au sens fierté, début de connaissance d'autrui en Europe, parce que l'Europe, ce champ, cet espace ainsi construit, a été l'objet de violences et de guerres intestines constantes. La conscience et la fierté d'être européen, dit Lucien Febvre, je ne l'ai trouvé dans les écrits, c'est un super historien, qu'en 1477, chez le chroniqueur Philippe de Comines, chroniqueur de Louis XI. Donc, ça s'acquiert une conscience. Et la conscience d'Européen, ainsi datée par Lucien Febvre, c'est quand même quelque chose d'intéressant à rappeler. Et puis ensuite, il y a les développements qu'on va appeler la modernité. La modernité commence avec l'ouverture du monde par les marins portugais, espace, dont je viens de parler,
mais aussi, bien entendu, révolution culturelle, avec, dont la figure emblématique est Descartes. Descartes, le premier à poser la question d'une méthode pour bien guider sa raison. La raison existait chez les Grecs et ça vient de bien. Une méthode pour bien la guider en cherchant la vérité dans les sciences. Donc c'est un choix très particulier. Mais la spécificité de Descartes, vous la découvrez à fond chez Heidegger, qui est vraiment un philosophe d'exception. Ses œuvres complètes sont publiées par Gallimard, d'ailleurs, en ce moment. Descartes, avec cette méthode, en cherchant la vérité dans les sciences, prétend que l'homme peut acquérir une vérité certaine, certitude de la vérité. Faites la correspondance aujourd'hui, ça n'existe pas, la vérité certaine. Mais sa conception de l'homme est éblouissante, il peut acquérir une vérité certaine, et deuxièmement, il peut ainsi se rendre comme maître et possesseur de la nature. Alors les écologistes ont les oreilles qui sifflent. C'était Descartes. Mais Descartes n'est pas mort, et heureusement d'une certaine façon, parce qu'il faut effectivement une méthode pour bien guider sa raison, et maintenant apprendre à vivre dans un contexte d'incertitude, radical mais à réduire, hein, attention, et aussi renoncer à cette hypothèse terrible, maître et possesseur de la nature, qui signifie que l'homme devient un sujet avec un grand S, et la nature un objet, qui est quelque chose d'effrayant quand on y pense. Les animistes dont nous montrons des films, on pense au film colombien récemment, la nature est vivante, d'ailleurs à mon avis ils la connaissent mieux que nous. Mais bon, donc Descartes a une descendance très particulière, et je reprends mon Jaspers, qui dit qu'est-ce que l'Europe, dans cette ère de la modernité, je dirais un mot sur modernité, c'est le triptyque liberté, science, histoire. La valeur première des Européens, c'est épris de liberté. Ils prennent appui sur la science pour leurs applications technologiques et bien autre chose, pour faire l'histoire. Liberté, science, histoire. Jaspers, modernité. Modernité est un mot valise. Modernité, c'est un littéraire, c'est Baudelaire qui utilise le mot le premier, pour une nouvelle manière dans l'art. Donc modernité est un mot à prendre avec des pincettes, que réfutait d'ailleurs Heidegger, préférant parler de temps nouveau, et ces temps nouveaux, c'est pas une époque bien fixée, puisque cette modernité, entre guillemets, ces temps nouveaux se continuent aujourd'hui. Nous sommes dans la descendance de Descartes, de l'eurocentrisme européen, et nous n'en sommes pas sortis. Or, il est frappant que la période classique a été brève de ces temps nouveaux, le XVIIIe siècle. Dès le XIXe siècle, beaucoup comprennent qu'il y a des problèmes. On parle du procès des Lumières. Ça commence avec Hölderlin. Le procès des Lumières, c'est quelque chose de très important. Les Lumières ne sont pas des valeurs en soi, elles sont à contextualiser. On en a fait un procès constructif, Hölderlin en premier, jusqu'à Albert Camus, 1947, L'homme révolté, qui lui aussi parle de régénérer les Lumières. Je dirais régénérer nos facultés de penser et d'agir, parce que justement les Lumières sont très ambivalentes. Il ne s'agit pas de les régénérer pour les faire renaître telles quelles, en tout cas. Donc, et alors, caractérisant cette modernité, ou plus exactement ces temps nouveaux, Heidegger va à l'essentiel, après Nietzsche, c'est le règne de la technique, donc, et l'homme libre, armé de la science, acquiert la puissance, la science passe à la technologie, c'est le règne de la technique, et aussitôt on s'en sert pour conquérir le monde. Ça s'appelle colonialisme, impérialisme, guerre mondiale. C'est ça aussi notre histoire, évidemment. Ce qui veut dire que le ver était dans le fruit, quelque part. Et que par conséquent, il y a à réfléchir sur où nous en sommes aujourd'hui et comment passer nous situer dans un nouveau monde après toutes ces périodes difficiles
non pas pour éliminer les violences, c'est infini, ça se reproduit de 36 façons, mais n'empêche que nous avons là une histoire qui, pensée par Benjamin, Kafka et d'autres penseurs juifs dans la détresse, dans l'entre-deux-guerres, ne considère que la vérité de l'histoire se connaît véritablement dans les chaos et dans les ruptures, dans les décombres. C'est peut-être noir, mais c'est quand même de très bons conseils quand on prend justement l'histoire dans son développement et l'histoire de ces temps modernes. Et qualifiant d'ailleurs de quoi il s'agit, Benjamin utilise cette image, l'ange de l'histoire. L'ange de l'histoire, c'est un ange dont le regard est tourné vers le passé et qui est emporté vers le futur comme dans une tempête. Et ajoute Benjamin, et cette tempête s'appelle le progrès. Je mets ça en exergue pratiquement de mon livre, parce que pour bien prendre conscience du moment présent, lourd de chaos, de tempêtes et de risques de nouvelles guerres, c'est pas inutile de penser, de revenir sur cette réflexion des penseurs juifs des années 1920. Cela étant, l'histoire est faite aussi de renaissance. Et après la Deuxième Guerre mondiale, à mon avis, c'est une renaissance, mais une renaissance inaboutie. Elle est inaboutie, et dans ma deuxième partie, je vais parler de l'Europe comme projet politique. Elle est inaboutie, et nous sommes dans une période à nouveau très, très complexe et très difficile. Les crises de cette mutation qu'est la mondialisation, le système monde est à civiliser, entre guillemets, comme auraient dit certains, mais entre les mots et les actes, il y a des grands écarts. Je pense à Lagarde, qui n'est pas du tout en capacité de nous dire comment civiliser le monde, à mon avis. Mais enfin, elle sentait que, Christine Lagarde. Alors, pour terminer cette première partie, évidemment, la question de l'éducation est posée, et moi, je préfère dire s'éduquer, parce que ça passe par l'introspection. Si nous n'apprenons pas nos enfants à faire preuve d'introspection autocritique et à se situer dans une société, il n'y a pas d'avenir. Et je pense qu'il y a de la défaillance des parents est aussi grave que celle de l'éducation nationale. Il faut quand même dire les choses en face. Alors évidemment, l'éducation a été extrêmement prisée dans le passé de l'Europe. Il y a des siècles de travail sur l'éducation, avec des faces sombres aussi, un peu dictatoriales, l'éducation. Pour Nietzsche, il s'agit d'apprendre à être un homme, mais être avec un grand E. Tout le problème est là. Un être qui prend soin de l'âme, comme disait déjà Platon en son temps. Parce que le grec, c'est la raison, mais c'est aussi la foi. Je n'ai pas insisté sur le couple foi et raison pour abréger mon propos, mais j'aurais dû. Il y a toute cette histoire de foi et raison, que j'ouvre la parenthèse quand même. Toute notre culture a été bâtie comme ça, et je pense que dans les autres sociétés de la planète, il y a foi et raison, toujours. Foi, confiance dans la vie, représentation de soi comme un être, justement. Et raison. Et donc, aujourd'hui, certains disent que confondre foi et religion, on confond religion et croyance, c'est pas la même chose. On confond l'Église et la foi, etc. Donc on zappe, ce qui est à mon avis un terrible handicap. Moi je pense qu'il faut réhabiliter ça, et même de grands philosophes comme Habermas vous disent maintenant on est dans l'ère post-métaphysique. Donc c'est plus que la raison qui va nous guider. Non. Je suis en désaccord profond avec cette façon de penser d'Habermas. Et quand je dis foi et raison, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir chrétien ou ce que vous voudrez. Mais il y a un problème. Ne serait-ce que par l'éthique. Qui peut contester? Descartes, il voulait tout bâtir par la raison, mais il dit en matière de morale, je m'en remets à l'Église, je ne sais pas faire. Mais peut-être quand même, parce qu'il était tellement rationaliste, peut-être un jour les philosophes arriveront à... Kant a essayé, mais ça ne marche pas.
Bon, deuxième partie, régénérer la démocratie. Nous nous sommes construits dans des institutions, donc on a cette extrême difficulté de penser le couple conscience-institution. Qui maîtrise qui? Les deux. C'est un couple. Mais il y a les deux, c'est-à-dire on est tellement immergé dans des institutions qui tous les jours nous délivrent l'information, nous mettent sous contrôle, nous disent si un problème, une solution, etc., et qui prétendent la détenir, on est coincé. Et ça devient un carcan. Et nos institutions sont faillibles. Il faut voir, comment la raison se situe en économie ou en politique. C'est pas la même raison que la raison dans les sciences de Descartes. Descartes ne nous apporte pas grand-chose. Dans les systèmes complexes, il n'apporte rien, sauf une méthode qui va devenir méthode systémique. Quand j'étais dans la comptabilité nationale, je définis mon territoire, c'est l'économie nationale, et je travaille je me représente mon territoire avec une pensée scientifique. Ça commence par le doute, l'analyse, la synthèse, le dénombrement, les comparaisons, on a tous fait ça. Parenthèse. Donc, nos organisations sociales et politiques, on les résume par l'idée, nous sommes une démocratie. Et alors, je vais peut-être vous choquer, je ne pense pas. On fait une opposition binaire entre démocratie libérale et régimes illibéraux. C'est un manichéisme et qui obture la pensée. Ce n'est pas factice, évidemment. Vivre en France avec la liberté d'expression, ce n'est pas vivre en Chine, où elle est contrainte, beaucoup plus qu'ici. En tout cas, dans la sphère publique, c'est évident. Donc on fait une opposition binaire, donc on nous somme de choisir notre camp en quelque sorte. Or tous les jours on voit les failles de la démocratie, tous les jours. Notre démocratie est faite d'aliénation, de dépossession. Vous voyez derrière le livre de Christophe July, il y a tout un peuple qui se sent dépossédé. Donc on ne peut pas dire que la démocratie libérale est à défendre telle qu'elle. D'ailleurs les meilleurs penseurs anglo-saxons disent la même chose que moi. Alerte dans la démocratie libérale. Donc si on veut nous enfermer dans ce couple binaire, démocratie libérale, enfin libéralisme, illibéralisme, c'est un piège. C'est un piège même un chantage, parce qu'il faut être dans un camp. Et ça obture, c'est une privation de choix. Donc cette deuxième partie, moi je l'ouvre en disant, il faut une autre option. C'est pas un mélange des deux, c'est pas un mélange de Chine et d'Europe. Une autre option, mais qui va être supérieure, enfin en tout cas qui va être mieux appropriée au monde d'aujourd'hui et à la façon de construire. Et cette option, j'aurais tendance à l'appeler participation. J'ai lu il y a une dizaine d'années une somme britannique qui n'a jamais été traduite sur The Life and Death of Democracy, et qui en gros, lui en tant qu'historien, qui d'ailleurs a fait toute sa carrière à l'ONU, donc il sait faire des comparaisons, qui dit, bon, il y a eu la démocratie athénienne, démocratie d'assemblée, ensuite il y a la démocratie représentative délégataire, c'est la modernité, et il se joue quelque chose de nouveau avec la révolution informationnelle et avec la mondialisation, qu'il appelle monitoring démocratie, et que j'aurais tendance à dire démocratie du contrôle. Monitoring, je le traduis contrôle, moi. Et donc j'ai besoin de participation parce que je ne suis pas à l'aise dans cette démocratie représentative en train de faillir. Et elle n'est pas faillie, elle se défend, on ne peut pas la jeter, c'est toujours pareil, le bébé, l'eau du bain. Mais en même temps, elle est en train pas de se décomposer, mais de dépérir d'une certaine façon. Et il faut travailler cette nouvelle ère de la démocratie. Ce n'est pas un faux sujet. À l'échelle du monde, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle locale, en articulant les niveaux pour devenir citoyen du monde. Si on veut utiliser cette expression ancienne qui remonte à avant Kant, vraisemblablement. Mais pour moi, Jasper, c'est mieux que Kant, parce que Jasper est dans l'engagement. Enfin, mieux que Kant. Il développe et il devient citoyen du monde. C'est Hannah Arendt qui l'apprend, c'est pas forcément qui m'a appris ça, ça vient pas d'Herzog, cette petite observation. Mais bon. Bon, alors, si je veux, dans cette nouvelle ère de démocratie,
il y a le couple économie et politique. Voilà, les deux sont imbriqués. On ne peut pas réhabiliter notre démocratie avec une telle impuissance par rapport au fonctionnement et au développement de l'économie. Donc, en bon néo-marxiste, parce que je suis resté marxiste, j'ai fait ma cuisine chez les libéraux, chez les keynésiens, chez les marxistes. L'impuissance par rapport au devenir du système économique est un facteur profond de dégradation de la société et de la démocratie. Il faut travailler ça. Alors, et l'économie, c'est quelque chose de noble, ce n'est pas des mécanismes. J'aime pas la notion de science économique même, parce que ça ramène seulement à science. C'est des hommes avec leurs préjugés, leurs violences, etc. Donc il faut articuler les deux. D'ailleurs, pour changer l'économie, on passe par le politique. Pour gérer les crises d'aujourd'hui, on va chercher aux politiques pour gérer les crises du système. Donc c'est un couple. Je pourrais être très disert là-dessus, je n'ai pas le temps. On est saisi maintenant par un sujet majeur, il faut réhabiliter l'environnement, il faut changer notre rapport à la nature. Parfait. Sauf que c'est bancal, l'équation est mal posée. La nature se sauvera d'elle-même, elle repousse le... La nature n'est pas un objet, justement. Par contre, réhabiliter l'homme, c'est très important. On ne peut pas répondre aux défis économiques sans un développement humain et une réflexion des organisations humaines. Le plus dur, il est là. Enfin, c'est un couple, évidemment, mais c'est en développant l'humain qu'on pourra régénérer la nature et réciproquement, et apprendre à vivre dans le monde d'aujourd'hui en réhabilitant la nature, mais en vivant autrement notre habitat. Donc l'équation doit être posée comme ça. Et l'homme, on ne peut pas lui dire décroissance, je ne sais pas quoi, je vous donne des ordres pour les bonnes technologies, et puis je vais vous mettre des incitations. La gouvernance est profondément en échec. Il faut une évaluation au moins. C'est pas d'aujourd'hui la compréhension du problème écologique. Ça fait quand même, là aussi, plus d'une cinquantaine d'années, entre parenthèses, ça a commencé. Mais donc, si l'économie c'est des hommes, et si l'équation c'est arriver quand même à conjuguer d'une certaine façon écologie et bien-être, on se heurte évidemment à énormément de difficultés. Et en tant qu'économiste, alors je fais que il faut retravailler l'économie comme valeur, et en tête des valeurs, le travail et la création. J'estime que ce qui se passe aujourd'hui, la démission par rapport au travail, et je critique pas je critique ceux qui démissionnent, mais en même temps je peux les comprendre. C'est catastrophique. Prenez la démission par rapport au travail, phénomène qui se développe. Et d'autre part, la perte d'appétence des jeunes pour les sciences, phénomène qui se développe à l'Occident, notre avenir, il est quand même plombé. Hein. Donc travail et création à réhabiliter avec de nouveaux apprentissages de vie. En fait, je ne développe pas les contenus. Mais aussi, il y a la question de l'argent. Deuxième problème de valeur. L'argent, nous a appris Georges Simmel, attention, l'argent, la face positive de l'argent, c'est un outil, c'est une forme majeure de mise en relation des gens entre eux, et une forme de mesure des valeurs, c'est-à-dire on cherche précisément à définir ce qui est une valeur et ce qui ne l'est pas. Georges Simmel est le meilleur philosophe de l'argent. En même temps, la phase négative, on l'a vécue, c'est la financiarisation de l'économie. Si l'argent prend le dessus sur toute autre valeur, depuis Milton Friedman en particulier, hein, la financiarisation de l'économie, ça veut dire le triomphe de l'avoir sur l'être. Le portefeuille d'action prime par rapport à la création d'emplois. Vous écoutez la bourse tous les jours dans la radio publique, la création d'emplois, il faut être aux États-Unis pour qu'on s'intéresse à la création d'emplois, parce qu'ils ne s'intéressent pas qu'à la bourse, ils savent aussi que la base de leur puissance, c'est l'emploi. Je ne développe pas. Comment acquérir une maîtrise sociale et publique de l'économie? C'est la deuxième partie du livre, et je me garderai de trop développer. Comment acquérir avec des finalités, donc l'écologie et l'homme, en changeant la gouvernance, j'insiste, la gouvernance qui consiste à dire voilà les bonnes technologies, après je vous mets des incitations et débrouillez-vous. Non, il s'agit
de changer notre habitat et nos systèmes de production. C'est un défi énorme. C'est des choix de société. Ce n'est pas une gouvernance juridico-technocratique, pour être court. C'est inapproprié. Et donc, il faut faire de ces enjeux écologie, développement humain, un enjeu politique global, et avec de multiples conditions. Du côté des États, reprendre contrôle de la dette et du financement pour arriver à investir à long terme. On va en parler avec Jacques Delarosière. Vous avez sur 30 ans une enflure des actifs financiers, une enflure des bilans triplée. Et en termes d'investissement productif, stagnation. C'est le cœur du problème. C'est pas possible, on ne sait plus investir à long terme. Évidemment, et la dette est un dopage par rapport à l'enflure des bilans, on devrait le savoir. Donc tout ça peut s'étudier. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, on en pense et ça sort. Je pourrais presque terminer par là tout à l'heure. On commence à prendre conscience de tout ça. C'est ça Et alors, donc le problème est politique, choix de société, et c'est un défi industriel au cœur. C'est pas la désindustrialisation nous a menés sur le chemin que nous savons en France. C'est une nouvelle industrie qui va articuler services et production avec des modifications majeures de l'habitat. Et le problème de la proximité, il est posé là. Il faut rapprocher ces questions du local. Et le local doit se situer dans le global. J'entends des agriculteurs à la télévision qui savent ça beaucoup mieux que moi et qui pratiquent ça, qui situent leur production et leur gestion dans la globalité, parce qu'ils ont des débouchés extérieurs, il y a des importations de l'extérieur, enfin, c'est des choses qu'ils connaissent mieux que moi. En tant que macroéconomiste, je les connais, mais eux sont au cœur. La proximité est quelque chose d'essentiel. J'en viens à la représentation politique. Je dois abréger. Économie, politique. Politique. La politique, c'est plus que l'État. Il faut commencer déjà par ça. Ça aussi, ça doit s'éduquer. Hannah Arendt encore. Politique, c'est partager des paroles et des actes. Incroyable. Elle était très athénienne. Mais Athènes n'est pas le modèle que pensait Hannah Arendt. Athènes, comme a dit Rémi Brague, c'est un peu un club privé dans une société où il y a les esclaves. Donc, non, il ne faut pas non plus idéaliser mais enfin, il y avait quand même un idéal de démocratie d'assemblée. Donc la politique, c'est partager des paroles, des projets, je dirais, des actes, des engagements, et c'est de cette capacité qu'ont les sociétés de le faire que découlent les créations d'organisations comme l'État. L'État est une organisation, mais ce n'est pas la politique comme un idéal à former pour faire société. Mais il n'y a pas que le problème de l'État aujourd'hui, parce qu'il y a l'État et la société civile en politique. La société civile, c'est nous tous, c'est nos groupements, c'est nos syndicats, c'est nos associations, c'est nos entreprises aussi. Les entreprises, c'est pas l'État. C'est-à-dire des initiatives privées, en quelque sorte, pour parler comme ça. Or, cette société civile est affectée aujourd'hui. Je ne parlerai pas des entreprises qui est devenu un sujet d'intérêt majeur, et c'est bien, mais avec aussi les enjeux que ça pose, parce qu'entre les GAFAM et les petites entreprises, c'est deux mondes. Mais la société civile organisée, les syndicats, les associations, malgré nos efforts, ce n'est pas à la hauteur des défis. Il y a beaucoup de vieillissement, il y a beaucoup à créer. Il y a besoin d'une nouvelle génération d'acteurs de la société civile. Là, je me tourne vers les jeunes, il y a une création à faire. Confrontation Europe, là, que nous avons créée avec Claude et Michel Rocard, entre parenthèses. Et son mot d'ordre, c'était pour rendre la conflictualité ouverte, c'est-à-dire qui s'exprime, viable, c'est-à-dire qui ne détruit pas, et créatrice. Donc c'était notre mot d'ordre. Et pour l'Europe, faire société en Europe. Il faut bâtir une société civile. Et chacun ne voit que l'État avec de bonnes raisons. Faut-il le président de la République ou une autre? C'est des vrais sujets. Mais sans société civile, comme disait déjà Paul Ricoeur, toute institution est bâtie sur du sable. Il faut que la société s'y reconnaisse. Donc on a là un problème
énorme d'une nouvelle génération d'acteurs de la société civile qui vont coaguler leur point de vue sur les enjeux, se réunir sur les projets, coopérer, et en même temps, il faut que l'État accompagne ça, au lieu de l'État d'énoncer des paroles, comme fait notre président. Mais entre les paroles et les réalisations, il y a évidemment un gap, mais c'est pas... C'est normal, j'allais dire. Ça dépend quand même, parce qu'il faut être aussi comptable de ses paroles. Mais donc, le problème, c'est une voie centralisée de la parole et des décisions. Il faut vraiment rapprocher les choix et les décisions de la base, qui va passer par une décentralisation, mais ça ne suffit pas, mais un écrasement des niveaux de contrôle qui se sont accumulés. C'est des niveaux de contrôle administratif. Décentraliser, mais aussi briser la suradministration. Mais ça suppose qu'aux différents niveaux, nous ayons des acteurs qui soient capables d'affronter les sujets, d'en prendre conscience, d'élaborer des projets d'intérêt général, de long terme. La participation, c'est une révolution. Ce n'est pas du tout une béquille comme aujourd'hui. Je fais un grand débat, je fais une société, je fais des conventions citoyennes. C'est des tentatives de faire participer. J'aime pas démocratie participative du coup, parce que ça noie le poisson. Ce sont des béquilles pour relégitimiter l'exécutif. Bon, voilà. C'est pas autre chose pour le moment. Mais ça veut dire que le problème est posé. Mais alors, méfions-nous tous de la critique générale des populismes. Si ces refondations viennent d'élites méritocratiques, ou encore de grands penseurs de l'économie financiarisée, il y a problème. Donc, comment dire, il faut arriver, en matière de représentation politique, à briser le clivage qui s'est établi entre l'élite méritocratique. Bourdieu avait raison, hein. Lui c'était la noblesse d'État, mais le problème est plus vaste. Il y a quand même un clivage entre les professionnels de l'élaboration des choix et des décisions et ce qu'on doit bien appeler le peuple. Populisme, c'est un mot que je n'aime pas, surtout, il est employé tous azimuts, parce qu'on est à nouveau dans un manichéisme, mais il y a besoin d'un peuple. Si je veux une démocratie de participation, j'ai besoin d'un peuple. On est quand même dans le pays de Jules Michelet qui a fait un hommage au peuple. Le peuple s'appelait son livre phare, des années de vie, qui commence par l'hommage aux paysans et aux ouvriers. Donc l'élite craint le peuple. Quand elle dit populiste, 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 non. C'est comme libéral et libéral. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème sous-jacent, mais le peuple, bas peuple, se sent méprisé. Au moins pensons au peuple, tel qu'il existe en bas, comme on dirait. Voilà, j'en arrive à l'Europe. Toute refondation nationale ne pourra aboutir sans une refondation de l'Europe. On est dans l'Europe jusqu'au cou, par son droit, par le marché, par la monnaie qui est un lien extrêmement puissant. Imaginez la France sans l'euro. Il y a les dévaluations en cascade, les plans d'austérité, ce ne serait pas du quoi qu'il en coûte. On a un toit protecteur avec l'euro. Pour ça qu'on y tient, que Marine Le Pen elle-même, on ne va pas en sortir. Parce que sinon, c'est la catastrophe, quoi. Donc on est immergé dans l'Europe, et l'Europe est un espace à construire qui peut nous aider à faire le lien entre local, national et monde, justement. C'est grand, et puis surtout, il y a une expérience de la diversité. L'Europe, c'est la diversité. C'est pourquoi le modèle des États-Unis d'Amérique est complètement à côté de la plaque, n'en déplaise à certains, donc, que vous connaissez peut-être. Ils ont voulu faire une nation, les immigrants. Ils ont voulu faire une nation. Et ils ont inventé une démocratie très originale. Mais le problème, c'est pas le problème. La richesse des Européens, c'est qu'ils sont extrêmement divisés. Vous voyez, qui connaît les Balkans? Qui connaît ce qu'il y a dans la tête des Serbes ou des Monténégrins? Et le problème, c'est faire richesse de ces diversités. C'est pas de vouloir tout unifier par le droit.
héritage de Rome, entre parenthèses, mais c'est la seule partie de l'héritage de Rome qu'on est en train de retenir, à mon avis. Ni par le marché. Quand on dit les valeurs communes en Europe, c'est marché et démocratie, j'enrage. Si c'est ça, comment voulez-vous que les gens adhèrent par l'esprit à cette construction politique? Donc il y a un vrai problème dans la construction de l'Europe. Après-guerre, j'ai parlé d'une renaissance, elle est inaboutie. Et elle est en danger, à mon avis. Il n'y a pas que la sortie de la Grande-Bretagne, il y a les fracturations qui réapparaissent. Et je n'ose pas parler, mais j'en parlerai d'un mot dans la géopolitique dans un instant. Donc on a un problème de méthode. Le sous-titre de mon essai, c'est pour un nouveau discours de la méthode. Laissons tomber discours, mais pour repenser la méthode, c'est indispensable en politique et pour construire l'Europe. Donc retour aux origines, en ayant bien dans la tête que ça ne se joue pas entre France et Allemagne, c'est avant ça, c'est pas aujourd'hui. D'autant qu'ils abusent de leur position de force, les Allemands d'abord, les Français tentent aussi, malgré leur handicap économique énorme et leur déficit récurrent. Mais ça pèse sur les autres. On ne fait pas richesse de la diversité en étant tous derrière ces deux grands. Ils n'aiment pas, et ils ont raison. Et d'ailleurs, on a fait un grand élargissement, très mal compris d'ailleurs, qui fait que d'autres sont là. Et l'élargissement est une richesse parce que justement la vérité de la diversité des Européens apparaît grâce aux élargissements. Une autre partie de la vérité, c'est nos relations extérieures, mais je terminerai par la géopolitique, qui est si importante. Et alors, je reviens à Jean Monnet. Alors, je me prends encore 5 minutes. Je fais trop peu de géopolitique, mais tant pis. Retour à la méthode. Jean Monnet, nous ne coalisons pas des États, nous unissons des peuples, des humains, des hommes, il a dit peuples aussi. Nous unissons des hommes, et en matière de méthode, par des solidarités concrètes. Jean Monnet n'était pas le champion du marché commun, c'était pas son inventeur. Il faut étudier ça. J'ai fait ça en long, en large depuis des années, et l'Institut Jean Monnet travaille là-dessus dans le même hypothèse. C'est des solidarités concrètes. On partage des biens. Charbon-acier, il voulait l'énergie, il voulait les transports, il voulait la défense. On partage des biens. C'est en créant des solidarités concrètes que vous unissez les hommes en Europe. C'est pas par un droit uniformateur et par une gouvernance centralisée telle qu'aujourd'hui. C'est pas possible. Et solidarité concrète, c'est partager des biens avec ce que, dans la vie quotidienne, ça a un sens sur les gens du terrain. Et on a là, et je termine sur Jean Monnet, qui a une phrase, je cite une phrase qui est très méconnue, le véritable fédérateur, c'est la méthode. C'est pas les États-Unis d'Amérique, c'est pas le fédéralisme historique. Moi, de ma façon, je suis fédéraliste aussi, mais par une construction de solidarité. Et tout ceci, évidemment, est renouvelé par la géopolitique du monde. Le monde a changé et la géopolitique prend une importance énorme. Elle se structure, la géopolitique. Elle se structure malheureusement dans une logique de bloc. La comparaison avec l'entre-deux-guerres, elle doit être faite. L'Europe est devenue Occident, nous sommes pieds et poings liés, et mentalement aussi, avec les Américains, même si nous voulons notre autonomie, une autonomie, mais il faudrait définir ses finalités et ses moyens. Et les Américains nous matricent une vision du monde comme fait de l'antagonisme entre l'Occident et la Chine. C'est un désastre. Je pense que je pèse mes mots. Ça nous ramène à une division du monde en bloc comme ça a été fait dans l'entre-deux-guerres. Il ne faut pas suivre ça. Entre parenthèses, ça aussi, l'économie est maintenant complètement imprégnée par ça. Vous voyez la stratégie américaine en profondeur, hein, avec le retour de la puissance hégémonique par les armes, par le dollar, etc., etc. Et Danny Rodrik, qui est un économiste américain remarquable, qui aura le prix Nobel un jour ou l'autre, s'écrit « Ne laissez pas la géopolitique tuer l'économie globale ». Parce que l'économie globale, la mondialisation, je ne la rejette pas, j'aurais pu le dire dès le début. Le monde entier est dedans, et donc des pays entiers sont sortis de la misère ou ont commencé d'en sortir.
Et je ne renie pas le marché, c'est la construction du marché le problème. Maintenant, il faut s'unir autour de biens communs. Mais si on casse la mondialisation, vous aurez des replis catastrophiques. Et la course aux armements qui est commencée, etc., etc. Donc l'Europe a un choix à faire, et son choix, j'oserais presque parler de non-alignement. En tout cas, ne pas s'inscrire dans la logique des deux blocs. Et si je dire et redire que recomposer le monde, moderniser, façonner la mondialisation, pas sans la Chine, pas sans l'Afrique et pas sans la Russie. Donc une paix durable doit se travailler dans cet esprit. Je n'ai pas laissé de temps sur cette partie-là, mais ça vous parle. Je suis désolé d'avoir pris trop de temps avant. Mais donc, l'Europe doit être, en quelque sorte, un passeur. Rome a été un passeur pour l'émergence de l'Europe comme civilisation. Et l'Europe, si elle veut être conforme à sa vocation, devrait être un passeur entre différentes régions du monde. Un passeur, mais pas dans un eurocentrisme. Un passeur de coopération. Ce n'est pas un passeur universalisant. Rome a été un passeur universalisant. Et nous, au contraire, par les regards croisés, par la reconnaissance d'autrui, c'est une nouvelle ère de coopération entre les différentes régions du monde dont il est question, avec des idéaux de fraternité. Et donc c'est une contribution qu'elle aurait. Le modèle de construction européenne n'est plus ce qu'il était dans le monde extérieur. Hein. Il y a encore 2 décennies, c'était un modèle. Non, ce n'est pas un modèle, c'est nous. Mais par contre, si l'Europe voulait, en géopolitique, jouer ce rôle de passeur, de contributeur à un nouvel âge de coopération, sans exclusion d'autrui, au nom de la suprématie de l'Occident, on s'en porterait mieux. Alors voilà, je termine là-dessus. Ma contribution est donc une navigation dans l'histoire, rapprochée de mon expérience politique, et de la nôtre, avec Claude d'ailleurs, et d'autres. On pourrait citer des noms. On a cité Jacques de la Rosière, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ça ressemble à une utopie. Mais c'est une utopie que je crois raisonnable, parce qu'au fond, je suis un petit enfant de Descartes, comme beaucoup d'entre nous. Une utopie raisonnable et donc une option possible pour la solution des problèmes qui nous sont posés. Je passe d'emblée la parole, je sais qu'il a une première question, à mon ami, pas l'ami américain, mais l'ami dominicain. Merci beaucoup Eric. Et merci beaucoup à Philippe Herzog pour sa conférence extrêmement riche. En vous écoutant, avant de poser la question, je voudrais partir d'une distinction. À la lumière de votre titre, vous parlez de la faille, ou des failles même de la raison. Il me semble qu'il faudrait distinguer ce mot d'un autre, et même de les opposer, qui est le terme de faillibilité. C'est-à-dire que la faille, au fond, ou les failles, c'est le problème. La faillibilité, c'est la solution. Parce qu'il y a toujours le danger inverse, c'est l'absolutisme de la raison. Toute raison est faillible. C'est autre chose que là où les failles. Alors, ceci me conduit à la question suivante. Est-ce que, au fond, selon vous, pour remédier aux failles de la raison qu'on qualifiera de moderne, en fait, il faut préciser, je dirais même raison instrumentale, raison technicienne, et il y a des raisons modernes en réalité. N'est-ce pas, selon vous, en convoquant à nouveau frais un concept que vous n'avez pas utilisé, mais qui est sous-jacent en permanence dans tout ce que vous nous avez dit, c'est celui d'altérité, qu'on pourrait aussi parler de décoïncidence. Je pense à la philosophie de François Julien en la matière, qui est un penseur tout à fait clé sur la question. Altérité, je citerai avant de vous écouter, 3 exemples qui me paraissent assez topiques dans tout ce que vous nous avez dit. Un exemple théologique, c'est Augustin. La cité pérégrinante ne coïncide pas que la cité de Dieu réciproquement. Donc il y a du mouvement, il y a de la raison possible. La démocratie,
elle n'est possible que s'il y a de la délibération. Et je suis bien d'accord avec vous, d'ailleurs, quand vous dites que le terme est beaucoup plus opératoire, plus intéressant que celui de participation. Alors bien sûr, à un moment donné, il faut décider. C'est pas du bavardage permanent, la démocratie délibérative. Mais il y a de la délibération, donc il y a un entendement des raisons. Il y a forcément de l'altérité, sinon il n'y a pas de délibération possible. Et puis le troisième et dernier exemple, c'est sur l'Europe. Comment pourrait-il y avoir de l'Europe s'il n'y a pas des États et des nations qui ne sont pas du nationalisme, c'est autre chose, mais des formes politiques nécessaires sans lesquelles ni l'un ni l'autre ne pourrait exister. Donc en permanence, finalement, je crois que dans ce que vous le dites, il y a cette question de l'altérité ou de ce qui ne coïncide pas, parce que la coïncidence c'est la mort, la décoïncidence c'est la vie, et la raison ne peut jaillir que de cela. Voilà ma question. J'en prends une autre. Une question tout à fait différente. Vous avez parlé d'introspection nécessaire, c'est vrai, mais est-ce que le monde entier nous empêche pas l'introspection en flattant notre ego quand on voit les flux migratoires, qui fait que l'essentiel des flux migratoires sont attirés par l'Europe et les États-Unis, enfin, et le Canada, et même s'il y a aussi d'autres flux, mais marginaux par rapport à cela. Donc est-ce que ça ne nous empêche pas l'introspection, parce que finalement tout le monde nous admire en quelque sorte, dont notre ego est flatté. Est-ce qu'il y a une troisième question? L'inspecteur général Servet. On a dit souvent, et je le pense profondément, que le libéralisme est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la réalité justement du monde d'aujourd'hui à nouveau? On voit bien à travers le monde entier que tous les mouvements qui se passent, que ce soit en Chine, en Iran, ailleurs, en Ukraine, demandent quoi? Demandent un système libéral. Ils demandent la liberté, la démocratie et la solidarité. Et comment voyez-vous donc cette contradiction possible entre cette force du système libéral et puis la nécessité de la défense de l'intérêt général planétaire? Comment on trouve l'équilibre entre ces deux dimensions? Merci Jean-François. Merci beaucoup. Oui, j'ai dit dès le début que je venais devant vous avec scrupule, tellement vous êtes éduqués et avez des choses à nous apprendre, et vous le manifestez par vos questions. Nous sommes en convergence, mais les précisions que vous demandez sont nécessaires. Les failles de la raison c'est la raison beaucoup instrumentale, mais pas seulement, parce que aussi la raison scientifique a produit scientisme, etc. Mais j'accepte tout à fait l'idée d'associer ça à faillibilité, parce que faille de la raison, la régénération pourrait signifier à nouveau reconstruire un sujet, maître et possesseur, pour ainsi dire. Donc, fiabilité, je prends, et altérité, évidemment, c'est au cœur de mon propos. J'ai lu Julien, entre parenthèses, et je commence à m'essayer à la comparaison entre nous et autrui, justement. J'ai fait un développement sur la Chine, emprunté à Julien, où il y a quand même des choses énormes qu'il nous apprend, ne serait-ce qu'en matière de raison. Quand je lis chez Julien, qu'est-ce que c'est que la raison chez les Chinois, ça se lit dans les fissures de la jade. On se dit, tiens, comme c'est bizarre. Et entre parenthèses, en matière de valeurs premières, Confucius, c'est l'éducation. Ça pourrait nous donner des leçons. Mais bon, donc, tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et d'accord aussi pour ne pas lâcher la notion de nation. J'avoue que, dans mes tâtonnements, j'ai beaucoup d'amis fédéralistes, mais j'en ai assez qui nous rabâchent les États-Unis d'Europe. Bon, c'est pas bon, ça. C'est aussi les constitutionnalistes aussi. On a voulu bâtir le peuple par la Constitution. C'est Jean-Jacques Rousseau. Et Jean-Jacques Rousseau, la Constitution, après, il faut lui obéir. Son mode d'éducation est assez contraignant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, tout ceci me fait penser que la diversité
est une question première à reconnaître dans le travail d'éducation et de construction politique, et je ne lâche pas la nation. Enfin, là aussi, avant l'histoire des populismes, on avait nationalisme. Bon, mais comme Hobsbawm, d'ailleurs l'historien communiste anglais remarquable, explique, il y a des nationalismes positifs comme il y en a du négatif. On a besoin de nations ouvertes. Le problème, c'est qu'on a des nations qui se ferment et qui réclament de la protection. Et là, c'est terrible, parce qu'ils ne sont pas dans le Nouveau Monde et on va trinquer. Ne serait-ce qu'en matière de paupérisation, les salaires ne vont pas monter à la hauteur de l'inflation, donc il y aura une baisse de pouvoir d'achat. Attendez-vous à des années difficiles, à commencer par la prochaine. Donc, et donc il faut prendre soin des nations, mais en les ouvrant au monde d'aujourd'hui, ce qui amène à la troisième intervention, je prendrai la deuxième après, à la notion de liberté. Enfin, en matière de liberté, c'est chacun fait ce qu'il veut, croit-il, et chacun a sa propre raison, relativisme général, c'est pas une liberté responsable. Il faut acquérir les facultés d'une liberté responsable, avec l'apprentissage du collectif, avec la conflictualité viable et créatrice, apprendre à dialoguer, apprendre à argumenter. Je suis horrifié de ce point de vue-là. Chacun balance sa vérité, on n'arrive pas. Et on en vient vite. Et on en vient vite au conflit. Donc, rendre la liberté responsable, c'est absolument nécessaire. En ce sens, libéralisme, c'est le isme qui est gênant. La liberté est valeur première, mais la liberté s'éduque. Donc, et plus encore aujourd'hui qu'hier. Devrait, plus exactement. Responsable et solidaire, mais solidaire, on pourrait dire fraternel. On va vers fraternité englobe la solidarité. Et ça, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Enfin, c'est une faculté à acquérir. C'est la valeur la plus passée sous silence. On parle tous les jours égalité, liberté, égalité, mais ça s'arrête là. On a toute une culture qui omet complètement cette question de la fraternisation. Mandela était très clair. Il y a des gens qui réussissent à faire des sociétés en réconciliant des gens. C'est ça les modèles. Bon, la troisième question, introspection. Oui, enfin, en fait c'est une introspection et le monde nous envie. Le monde nous envie et ça cultive pour une part, mais le monde est plein de ressentiment aussi à notre égard. Le ressentiment monte partout. Les votes au Conseil, à l'ONU traduisent bien ça. Il y a besoin d'être. Le tiers-monde était quelque chose d'intéressant comme concept politique. Il n'y avait pas Occident-Russie, il y avait un tiers-monde qui voulait être reconnu comme tel. Et depuis, c'est encore beaucoup plus puissant. D'abord, ils sont économiquement, se sont relativement développés. Ils acquièrent des formes de démocratie, et c'est pas du tout l'autocratie partout ou la corruption partout, c'est beaucoup plus complexe. Et il y a un ressentiment par rapport à l'Occident qu'il ne faut absolument pas négliger, et ça peut s'aggraver dans le contexte actuel. En particulier en Afrique, qui est pourtant l'avenir de la jeunesse du monde, avec l'Inde, et au moment où l'Europe, justement, ne doit pas rester collée aux États-Unis, mais développer beaucoup plus ses rapports avec les autres régions du monde, où il y a... Les États-Unis aussi sont l'avenir, je ne suis pas anti-américain, mais la puissance américaine est quelque chose de terrible. Donc liberté, oui, mais pas sans responsabilité, sans humilité d'une certaine façon pour respecter autrui. Elle s'éduque, la liberté. Et alors, l'introspection est des plus difficiles. Dans mon livre, je ne cite pas Edgar Morin, mais on aura l'occasion de discuter avec lui. Mais puisque, nouveau discours, d'ailleurs je m'en suis voulu après, parce que j'en parle très souvent, mais enfin, un nouveau discours de la méthode, il a fait 6 tomes sur la méthode.
Donc je n'ai pas développé ça parce que je partage pluridisciplinarité, beaucoup de choses. Mais dans ces 6 tomes, il y a celui qui m'a le plus parlé, c'est l'éthique, où il demande une cosmoéthique, une socio-éthique et une auto-éthique, et il dit ça c'est le plus difficile. Donc je revois, ces questions d'introspection sont absolument fondamentales. Et Augustin est d'autant plus intéressant qu'il a été, d'abord qu'il est mixte, comme souvent, philosophe et chrétien, au latin et chrétien, il ne lisait pas le grec. Et africain par-dessus le marché, voilà. Quand même très intéressant comme mixité. Et en plus il n'a pas fait souche en Afrique, parce que le monde musulman a mangé l'espace au sud, mais il a fait Florès en Europe. Donc c'est vraiment, en matière de construction de l'Europe, c'est quelqu'un qui a joué un rôle fondamental dans tout ce Moyen-Âge qui était riche en réalité de créativité. Hein, parce que Voltaire nous a, voulant encenser l'ère moderne, a découpé le monde, l'histoire en tranches, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que je n'ai pas développé ça dans mon propos. C'est le dernier livre de Le Goff. Hein. Peut-on vraiment découper l'histoire en tranches? Alors, je voudrais dire quelque chose à l'attention des jeunes. Vous avez eu un peu de philosophie, un peu d'histoire, mais surtout vous avez, à travers ces matières, une leçon d'instruction civique. Il faut que vous soyez des citoyens engagés. Donc, vous l'avez vu, la culture, ça sert à croiser. Je pense que Philippe vous a donné un chemin, le chemin d'une culture croisée, et donné un sens à vos études. Claude vous offre un livre, le livre de Philippe, donc j'espère que vous le lirez attentivement. On viendra devant le cours. Voilà. Répondre à vos questions, hein, pas vous imposer la bonne parole. Voilà, bon ben, Martine, hein, voilà une... Donc je remercie encore Martine de Berne. Donc on peut faire un prolongement. Et c'est vrai que c'est toujours chaleureux, les entretiens avec Philippe. Il n'y a pas qu'un être brillant. Il y a beaucoup de chaleur humaine et d'amitié. Maintenant, je vous propose de faire les remerciements à Philippe. Je crois qu'il s'impose que c'est un tonnerre d'applaudissements.